juróom-ñetti waxtu jot na ci guddi mbaa xam ngeen ni couvre-feu bi tàmbali na. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de l'ATFM. Dans l'actualité de ce jeudi, rapatriement des Sénégalais morts du coronavirus. Le collectif pour le rapatriement va saisir le comité des droits de l'homme de l'ONU. Suite au rejet de leur requête par la Cour suprême, les avocats dénoncent une décision moralement et judiciairement décevante. La diaspora sénégalaise fourbit ses armes. Le coronavirus a infecté plus de 50 enfants au Sénégal, un chiffre non exhaustif selon des spécialistes de la protection des enfants. 59 Covid de plus sont enregistrés aujourd'hui, dont une fillette de 3 ans contaminée par son papa, agent de santé à Touba. Du renfort dans les rangs des soldats contre le Covid-19, le lancement de l'Observatoire national riposte Covid-19 a eu lieu aujourd'hui à l'UCAD. Ces professeurs et scientifiques ont démarré leurs activités. Des pistes de recherche et essais cliniques se dégagent à propos de l'artémisia. On vous explique tout dans cette édition. Devant le rejet de la Cour suprême, le collectif pour le rapatriement des Sénégalais décédés à l'étranger du Covid-19 va saisir le comité des droits de l'homme de l'ONU. Selon l'un des avocats, cette décision de la Cour suprême est moralement et judiciairement décevante. C'est une décision de justice qui vient ajouter de la peine à la douleur, parce que c'est une décision de justice qui vient ajouter de la peine à la douleur des familles. L'État du Sénégal a pris la responsabilité d'interdire le rapatriement des corps des personnes, des Sénégalais de la diaspora qui sont décédés. Il se devait au moins de nous fournir la justification scientifique. Aujourd'hui, à notre grande surprise, il n'y a pas eu la production de cette justification scientifique. L'avocat général s'est seulement contenté d'invoquer deux choses: le principe de précaution, qui n'existe pas de manière positive dans le droit sénégalais. Il nous invoque un ordre public sanitaire, ce qui ne veut absolument rien dire. La Cour suprême s'est défaussée de sa responsabilité de gardien des libertés, surtout en période d'exception. Le collectif va se réunir et ils vont harmoniser les stratégies et déterminer les mesures. Mais une chose est sûre, sur le plan juridique, compte tenu de la situation, nous allons saisir carrément le comité des droits de l'homme, le comité de l'ONU des droits de l'homme, qui est l'organe de surveillance des traités. Et concernant la situation épidémiologique, selon le ministère en charge de la protection des enfants, plus de 50 tout-petits sont contaminés au Sénégal. Le ministère lance un dispositif spécial de protection des enfants en situation de risque dans ce contexte de Covid-19. 50 enfants au moins sont aujourd'hui atteints et sont pris en charge dans les services. Certains sont guéris. Parmi ces enfants, il y a des bébés. Parmi ces enfants, il y a des enfants talibés, du Sénégal comme de la sous-région. Donc, au regard de cette situation, les résultats provisoires déjà obtenus sont bien en deçà des objectifs. Dans cette dynamique, à ce jour, un effectif de 2015 enfants âgés de 4 à 17 ans a été retiré de la rue, dont 205 ressortissants des pays de la sous-région. 1219 sont retournés en famille. L'un de ces enfants contaminés réside à Diourbel. Le département a enregistré son premier cas de coronavirus ce jeudi. Il s'agit d'une fillette de 3 ans contaminée par son papa, agent de santé à Touba. Babacar Diouf Ndongodjaye. C'est une fille de 3 ans qui vient de choper le virus, une première dans le département de Diourbel depuis le début de cette pandémie. Un agent de santé
qui sert à Touba, qui est dépisté positif et dont la famille se trouve à Diourbel. Nous avons fait l'investigation, nous sommes allés voir les membres de sa famille et nous avons réalisé les prélèvements sur tous les membres de la famille. Et une des filles, donc, qui est la fille du cas en question, est revenue positive. Donc elle est le premier cas, comme je l'ai dit, de Covid plus pour le département de Diourbel. Le reste de sa famille est aujourd'hui isolé dans un hôtel à Mbacké. Bon, depuis hier d'ailleurs, toute la famille a été transférée à Mbacké pour les mettre en quarantaine, pour éviter qu'il y ait d'autres contacts. D'autres prélèvements ont été faits sur 7 personnes contacts dans la commune de Diourbel. Là, des membres de sa famille, hier on a eu à prélever 7 autres personnes qui seraient en contact. Bon, ce n'est pas des contacts très étroits, mais la procédure voudrait que quand même ces personnes-là soient prélevées et que aussi qu'ils soient plus ou moins isolés. Quoi qu'il en soit, le médecin-chef du district sanitaire de Diourbel regrette le comportement de certains citoyens qui continuent à braver les interdits dans la région. Merci Babacar. Et suite à cette énième annonce relative à la sempiternelle question des enfants de la rue au Sénégal, des acteurs de la protection des enfants doutent de la volonté politique. Selon eux, en cette période de pandémie, ce problème sociétal doit trouver définitivement une solution. Pape Faraning Amadouba. La situation est alarmante avec ce chiffre effarant, plus de 50 enfants de la rue atteints du Covid-19, selon le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant. Bon, tout d'abord, moi je pense que, bon, peut-être même il y en a plus. Bon, mais peut-être c'est ce qu'ils, les informations sanitaires, avec leurs limites, hein, c'est ce que ça révèle. Mais moi, je travaille beaucoup sur la quantification, le phénomène de quantification et tout. Mais probablement, il faut le dire, les enfants qui sont exposés quotidiennement à la rue, ils sont dans une situation de haut risque. Beaucoup d'acteurs se sont investis pour le retrait des enfants de la rue. Moussa Sow revient d'une mission à Kolda consistant à remettre des enfants à leurs parents. Ces enfants doivent devenir la priorité des priorités. Donc je m'en réjouis, les acteurs de la société civile, qu'enfin, effectivement, qu'on prenne en compte ces enfants. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'approche. Le seul endroit où l'enfant peut recevoir des soins, à mon avis, des soins qui ne sont pas que des soins physiologiques, mais des soins socio-affectifs, c'est au niveau du cadre communautaire et du cadre familial. Une étude sur la cartographie des écoles coraniques dans la région de Dakar. Il y a plus de 30 000, ce que je vous dis, c'est en 2014. Réussir l'objectif zéro enfant dans la rue dans ce contexte de coronavirus nécessite l'implication de tous, surtout celle de la société sénégalaise. C'est un problème qui est enrobé dans ce qu'on peut appeler toutes les formes de légitimation religieuse au nom de l'apprentissage du Coran. Ce n'est pas très facile. Les Sénégalais aussi contribuent en faisant leur sarah à tout bout de champ. Nos sources renseignent que le nombre d'enfants atteints du Covid-19 avoisine le double des estimations du ministre de la Famille. Merci Pape Farah. Et retenez 59 nouvelles contaminations au nouveau coronavirus dénombré aujourd'hui et 69 guérisons. Les 8 cas communautaires recensés ce jeudi proviennent de Pikine, Parcelles Assainies, Grand Yoff, Mariste, Rufisque, Yeumbeul et Touba. À ce jour, le Sénégal compte 1492 cas confirmés de Covid-19, dont 562 guéris et 13 décédés. Chez les personnes infectées avec beaucoup de comorbidités, le coronavirus intervient malheureusement comme une estocade. C'est encore le cas de la 3e victime nonagénaire à Thiès, décédée à son domicile le 5 mai dernier. Cet homme a subi un test post-mortem qui s'est révélé positif et c'est la psychose au quartier Serigne Abdoulaye Yakhine de Thiès. Cher Anta Diop, et c'est la tire.
Il habite à Mourid-Gueux, Serigne Abdoulaye Yakhine, un quartier populaire situé dans la commune de Thiès-Est. Ce vieux de 94 ans est décédé du Covid-19. C'est la panique dans ce quartier qui enregistre son premier décès de coronavirus. Regroupés par endroits, des jeunes et personnes du troisième âge discutent tranquillement sur le sujet. Personne ne veut piper mot. Quartier Serigne Abdoulaye Yakhine, en face du poste de santé, nous sommes tombés sur un agent de santé. C'est lui qui nous a indiqué la maison du défunt. Une ruelle qui mène vers la maison mortuaire. Prise de court par le triste événement, Fatou Fall Badjanogor a décidé, s'installante, de s'investir dans le quartier pour inviter les populations au port systématique de masques. Et selon le capitaine Idrissa Ndiaye, le service d'hygiène de Thiès a déjà mené une opération de désinfection des lieux et il va également accompagner tout le processus d'inhumation de concert avec les sapeurs-pompiers pour sécuriser les populations. Merci cher Anta, et retenez l'autre information du jour, c'est le début du traitement extra-hospitalier, la prise en charge des patients testés positifs au Covid-19 mais ne représentant aucun symptôme de la maladie. Parlons maintenant de ce flou autour de la libération de quelques personnes mises en quarantaine à Matam. Il s'agit d'individus qui continuaient clandestinement le transport interurbain. À la surprise des habitants, ils ont quitté l'hôtel et rien n'a filtré sur les motivations. Ali Bandeliang. C'est une décision qui a fini de créer la panique chez les populations de Matam. Tous les compatriotes qui avaient été, pour la plupart, pris par les forces de défense et de sécurité en train de braver l'interdiction de circuler entre régions, étaient mis en quarantaine dans un hôtel à Ourossogui. L'objectif était bien d'éviter l'arrivée du virus Covid-19 dans la région. À ma grande surprise, j'ai eu la confirmation qu'effectivement, tout le monde a été libéré. Pour moi, c'est plus que catastrophique, parce que c'est un travail qui a été bâclé depuis plus de 2 mois. On est en train de travailler. Tout le monde était sur le terrain. Tout le monde a vu le travail extraordinaire que vous avez abattu. Donc, d'un seul coup, on nous informe que voilà, il y a plus de quarantaine à Ourossogui. Alors là, enfin, moi, j'étais plus que déçu. J'ai pas compris du tout le pourquoi. En plus des forces de sécurité, même les jeunes dans les villages étaient organisés pour dénoncer toute personne étrangère dans leurs localités respectives. J'essaie d'avoir tout le monde, le gouverneur, le préfet, le chef de la santé aussi. Tout le monde se renvoie la balle. Le dernier cas qui était en quarantaine, donc que j'ai reçu, date du 4 mai. Voilà. Donc si on me fait comprendre que tout le monde est dehors, pour moi, est-ce que le travail a été bien fait? Quelles sont les raisons qui nous ont poussés à le faire? Bon, d'un seul coup, si on nous fait comprendre que tout le monde est libéré, on a peur au ventre. Même s'il est pour le moment impossible de recueillir la seule réaction d'une autorité de Matam, il faut dire que le dispositif mis en place par le gouverneur aurait beaucoup contribué à barrer la route au Covid-19. La question aujourd'hui qui s'impose, c'est bien de craindre la démotivation et la démobilisation gagnent les acteurs sur le terrain. Merci Ali. Dans tous les cas, il est important de renforcer la riposte. Et je vous le disais en titre, l'Observatoire national riposte Covid-19 a été lancé à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est composé de scientifiques et de professeurs d'université. L'une de leurs premières missions, étudier les bases scientifiques des vertus de l'artémisia. Nous y reviendrons avec Cheikh Diop. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi affaire des faux médicaments de Touba à Belel. La Cour suprême a rejeté le pourvoi introduit contre l'arrêt rendu par la deuxième chambre de la Cour d'appel de Thiès. L'avocat de la partie civile, Maître Abdoulaye Babou, avec notre équipe là-bas à Bombay. L'affaire dite des faux médicaments de Touba Belel a connu son épilogue ce jour, jeudi 7 mai 2020. La Cour suprême a rejeté le pourvoi qui avait été introduit contre l'arrêt rendu par la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Thiès le 22 juillet 2019. De quoi s'agit-il? Tout le monde se souvient de cette affaire des faux médicaments qui avait défrayé la chronique. 2 gros camions contenant un chargement de 1,350 milliard de faux médicaments avaient été saisis ici à Touba Belel, à Touba. Nous voulions, en introduisant ce procès, montrer notre ferme détermination à lutter contre ce fléau et à protéger les plus faibles. Mais nous rendons hommage aussi à notre justice, représentée par des magistrats courageux
comme le président Télico. Maintenant, nous avons gagné sur toute la ligne. Il nous faut maintenant passer à l'incinération alors des faux médicaments contenus dans ces 2 camions qui sont toujours garés à Diourbel. On attendait le verdict de la Cour suprême. Eh bien, dans le contexte actuel, beaucoup de travailleurs sont en chômage technique. Vous le savez, suite à son habilitation, le chef de l'État avait pris une ordonnance pour interdire les licenciements et garantir des revenus aux travailleurs durant cette pandémie. Un choix exécutif qui n'est pas forcément au goût de tous les employeurs. Cette ordonnance surprotège-t-elle les travailleurs? Élément de réponse avec Alassane Ba et Amadou Ba. Il s'agit d'une réalité qui se confirme à travers cette ordonnance. Après première lecture, il est clair que l'État préfère privilégier les intérêts du travailleur. C'est l'exposé des motifs qui est encore plus parlant. Parce que l'exposé des motifs dit que les conséquences de la pandémie constituent une menace réelle pour l'emploi. Ensuite, il s'est avéré nécessaire de prendre des mesures de soutien aux entreprises et aux travailleurs pendant la période par un mécanisme qui garantira la rémunération du travail pendant la période de chômage technique. Donc là, il est très clair que le législateur fait l'option de, on va dire même, surprotéger le travailleur. Ce que l'ordonnance a prévu, donc le choix du législateur, du pouvoir public, qui est aujourd'hui le choix aussi de l'exécutif, c'est de dire, je vous impose à vous, employeurs, n'est-ce pas, de garantir un minimum de 70% des revenus, quelle que soit la situation, d'une part, et d'autre part, vous ne licenciez pas. C'est un fait. Mais il y a quand même, pour être juste avec le législateur, une précision qui doit être apportée. C'est qu'en fait, ça a comme corollaire, n'est-ce pas, une aide que l'État veut garantir, en tout cas promet d'octroyer aux entreprises qui seront impactées. Tous les secteurs ont subi de plein fouet les conséquences de la pandémie. L'activité judiciaire impactés. La plupart des cabinets d'avocats sont en télétravail s'ils ne sont pas fermés selon le bâtonnier qui fait appel à l'État. Effectivement, nous faisons appel à l'État et nous aurons certainement des voies plus appropriées pour exprimer ça. Nous l'avons déjà fait, n'est-ce pas, pour que l'État effectivement nous intègre, nous comprenne, nous inclue, nous prévoit dans tous les dispositifs qui seront mis en œuvre, dans les dispositifs qui se déroulent actuellement et dans ceux qui vont se dérouler. Un soutien qui va sûrement permettre de supporter les conséquences dramatiques de cette pandémie. Merci Alassane. Les autorités locales sont elles aussi peu ou prou habilitées par le président Macky Sall. Dans le contexte du Covid, les collectivités territoriales vont fonctionner en mode fast-track grâce à l'ordonnance aménageant des mesures dérogatives au fonctionnement des conseils municipaux, départementaux et de ville. Alors quels sont les risques et quelles sont les limites à ne pas franchir? Ousseynou Thiam, Ahmadou Bambasamb. À Rufisque, l'ordonnance du chef de l'État facilitant le fonctionnement des collectivités territoriales face à la pandémie du Covid-19 est bien accueillie. Nous l'avons accueilli favorablement dans la mesure où, effectivement, ça vient régler une situation. Pour cette spécialiste en décentralisation, cette ordonnance ne constitue nullement une brèche pour permettre aux élus locaux de verser dans la gestion gabégique. Du tout, ce n'est pas cela, parce que c'est bien encadré. Un avis partagé par le maire de Rufisque-Est. Bon, ça peut-être, mais en tout cas, moi je pense que il serait très difficile pour un maire aujourd'hui de faire n'importe quoi dans le cadre de cette pandémie. Je pense qu'il faut que les gens quand même aient confiance au maire. Ce n'est pas parce qu'on a cette latitude qu'on peut faire n'importe quoi. Et l'État ne va pas peut-être fermer les yeux dans certains excès. Le seul hic, selon les spécialistes en décentralisation, les délais de contentieux non spécifiés dans l'ordonnance. C'est que si dans les 72 heures, le préfet réagit et constate des irrégularités, on n'a pas modifié les délais de contentieux. Parce que s'ils ne tombent pas d'accord avec le maire ou le président du conseil départemental dans les 72 heures, normalement, l'organe exécutif devrait procéder à ce qu'on appelle une seconde lecture. Mais si après tout cela, il y a désaccord, l'ordonnance ne dit absolument rien sur cela. On devrait peut-être signaler que
le contentieux allait être réglé comme c'est prévu au niveau de l'article 246 qui dispose que le préfet peut déférer cela au niveau de la Cour suprême dans un délai de 2 mois. Et la Cour suprême a un délai de 1 mois, ce qui fait en tout, pour le règlement du contentieux, un délai de 3 mois. Mais moi, je suppose que ce délai de 3 mois est exorbitant dans un contexte d'urgence. Une procédure d'urgence à laquelle les représentants de l'État devront bien veiller, selon certains observateurs. Merci Ousseynou. Je vous le disais en titre, renforcer la riposte, c'est l'objectif de l'Observatoire national riposte Covid-19 lancé cet après-midi à l'UCAD. Il est composé d'universitaires et de scientifiques. L'une de leurs premières missions, étudier les bases scientifiques des vertus annoncées de l'artémisia. Cher Diop, Youssou Baro. 3 semaines de développement du protocole d'essai clinique sur l'artémisia. Une vingtaine de chercheurs s'engagent dans la lutte pour stopper le virus. Et pour le moment, les résultats obtenus semblent encourageants. Nous avons beaucoup travaillé sur l'artémisia. D'abord avant l'arrivée du Covid. En in vitro, ça veut dire qu'au niveau de laboratoire, mais également en in vivo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avions testé l'artémisinine, parce qu'étant une molécule que nous connaissions depuis longtemps, l'artémisinine remonte de plusieurs années, hein, depuis la plante de Kingaou, depuis la Chine, l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez en Madagascar, mais au Sénégal. Donc nous avons réfléchi sur ça pour voir les propriétés de cette plante, notamment de ce principe actif. Oui, l'artémisinine, en tout cas molécule, en tout cas principe actif provenant de l'artémisia, a prouvé depuis longtemps qu'elle a des propriétés antiparasitaires sur le plasmodium, sur les bilharzies, mais également sur les virus. C'est pourquoi elle est utilisée aujourd'hui dans le traitement du palud dans le cadre des CTA, combinaison thérapie à base d'artémisinine. Et des études in vitro ont prouvé qu'il y avait une activité. Nous avons espoir. L'État du Sénégal prête à mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement des recherches. Nous mettons à la disposition de ces scientifiques les moyens du dispositif de lutte. J'apprécie fortement la compétence de nos chercheurs. L'automédication, une crainte pour ces acteurs. Le professeur Daouda Ndiaye sensibilise. Et d'éviter l'automédication, parce que s'il n'y avait pas les universitaires aujourd'hui, tout le monde sait que les populations allaient ruer vers l'artémisinine, vers les dérivés. Et grâce à ça, nous allons aider le Sénégal, le Sénégalais que nous sommes, encadrer les populations pour que demain, le résultat qu'on va obtenir de Covid-19 ne soit pas uniquement un résultat du ministère de la Santé, mais un résultat de l'enseignement supérieur et du ministère de la Santé, mais je l'ai dit de tout le Sénégal, parce qu'aujourd'hui, le Covid a permis au Sénégal d'être comme un seul homme. Le lancement de l'Observatoire national riposte Covid-19 s'est effectué ce jeudi. Des chercheurs très engagés souhaitent stopper la propagation du virus. Merci, cher. Dans un tout autre registre, un retour à l'école le 2 juin est compromis au regard de l'évolution de la situation épidémiologique. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par le Bureau prospective économique du Sénégal. 60% des personnes interrogées veulent que les cours reprennent à la fin déclarée de la pandémie. Moubarak Lo avec Ndeye Aram Touré. Il est clair que il est important de bien préparer, au-delà même de l'aspect pédagogique, les conditions du retour aux écoles. Parce qu'il faut que quand les élèves reviennent, ils soient en mesure tous d'avoir des masques de qualité. Aux corps enseignants, à tous ceux qui travaillent dans l'environnement de l'école, désinfecter les écoles, équiper les écoles en gel et en matériel de lavage des mains. Nous avons fait une enquête sur le terrain au niveau de la région de Dakar et de la région de Diourbel, notamment à Touba et Mbaké. Nous avons posé la question aux familles et aux ménages. Que pensez-vous de l'ouverture des classes? Et pratiquement 60% ont dit que nous voulons ouvrir quand la pandémie va cesser. C'est un exercice très délicat. Et vous avez raison, nous n'avons que 3 semaines, mais il faut aujourd'hui que le travail démarre très vite. Dans tous les départements du pays, dans toutes les communes, dans tous les villages. Ouvrir sans préparer, sans ces préalables, c'est en tout cas prendre beaucoup de risques.
Et tout cela en attendant le protocole sanitaire de l'éducation nationale. Parlons d'agriculture maintenant dans le nord du pays, à moins d'un mois de la récolte des 49 500 hectares emblavés dans la vallée du fleuve Sénégal. C'est l'inquiétude chez les producteurs de riz. Le coronavirus a empêché le déplacement des milliers de saisonniers qui assuraient la récolte de 40% de la production. L'autre souci pour ces producteurs, c'est le manque de moissonneuses-batteuses à quelques jours du début de l'hivernage. Ousseynou Diop, Habib Seck. À moins de 2 mois de la récolte de la campagne de la saison sèche chaude dans la vallée du fleuve Sénégal, c'est l'inquiétude totale chez les producteurs de la région nord. Avec les mesures d'interdiction de circuler, les saisonniers de Kolda, Ziguinchor et Fatick ne peuvent plus se déplacer pour assurer la récolte. Les producteurs tirent la sonnette d'alarme. Parce qu'ils devaient venir normalement de Ziguinchor, de Kolda, de ces autres régions du sud, normalement pour venir ici faire la main-d'œuvre manuelle avec qui représente au moins 40% de cette production. Mais cette année-ci, ça sera un peu compliqué. Ça sera un peu compliqué avec le confinement parce qu'ils ne pourront pas se déplacer pour venir ici. Et ce manque-là, il faudra qu'on le comble avec les moissonneuses-batteuses. Avec 49 500 hectares de terre emblavés pour cette campagne en cours et l'hivernage qui approche, les producteurs mettent en garde l'État sénégalais dans ce contexte marqué par le coronavirus. Depuis des années, les saisonniers assurent la récolte de 40% de la production. On a emblavé, cette année-ci, c'est un record. Je l'ai dit tantôt, on a emblavé presque 50 000 hectares. Ça, c'est un record. Ce n'est jamais fait. Ça n'a jamais été fait ici dans la vallée. Donc, récolter très tôt notre production. Pour pouvoir aussi lutter contre les oiseaux, pour pouvoir lutter aussi contre le sel. Et ensuite, l'hivernage qui approche, on se doit de récolter très tôt notre. La vallée du fleuve Sénégal attend une production record de 396 000 tonnes de riz paddy, mais avec le blocage des saisonniers, la situation risque d'être compliquée. Et à propos de la campagne agricole 2020-2021, le programme est validé à hauteur de 60 milliards de francs CFA, a-t-on appris du Conseil des ministres hier. Un fait divers pour terminer cette édition, l'incendie qui s'est déclaré la nuit dernière à Petersen serait d'origine humaine. Un individu aurait volontairement brûlé le magasin. Le feu a fait beaucoup de dégâts matériels. Le sinistré veut porter l'affaire devant la justice. Retour sur les lieux, Mohamed Samb, Youssou Baro. Voilà tout ce qui reste après le passage des flammes. La sidération se lit sur le visage des propriétaires du magasin. Le sinistre s'est produit hier soir. La cause de l'incendie reste encore inconnue, mais le frère aîné du gérant soupçonne un incendie criminel. La porte du magasin a été brûlée, ce n'est pas un court-circuit. Nous avons éteint le courant avant de rentrer. C'est la raison pour laquelle la caméra de surveillance n'a pas pu visualiser le présumé coupable. Informé de l'incendie, le propriétaire du magasin et ses proches se sont très vite rendus sur les lieux. Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers, le mal était fait. Leur commerce est réduit en cendres. C'est le gardien qui nous a téléphoné pour nous annoncer l'incendie. C'est une perte d'énormes centaines de millions de francs CFA. 70 millions, 60. Face à l'ampleur des dégâts matériels, ce proche de la victime demande aux autorités d'ouvrir une enquête. Nous demandons à l'État du Sénégal de prendre cette affaire au sérieux et d'ouvrir une enquête pour identifier l'auteur de cet incendie. En attendant de voir plus clair dans cette affaire, on liste les dégâts et écarte aussi la thèse d'un court-circuit. Principale interrogation soulevée par la victime et ses proches, un individu aurait-il profité de l'heure du couvre-feu pour brûler ce magasin? Merci Mohamed, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, les 5 minutes de Pape Anne. Et puis, retrouvez Ziyar et Yaawa. Et puis, un peu plus tard, en deuxième partie, votre rendez-vous quartier général. Excellente suite des programmes sur TFM.